Bonjour et bienvenue. On croit souvent tout savoir sur son chat, n'est-ce pas? Mais en réalité, derrière chaque ronronnement se cache tout un monde juridique même. Et oui, en France, la loi a son mot à dire sur nos amis des félins, et on va décortiquer ça ensemble. Alors, on pourrait se dire que c'est une question un peu philosophique, non? Mais en fait, la réponse, elle est 100% juridique. Pour la loi française, un chat, c'est bien plus qu'un simple animal de compagnie. Il est reconnu comme un être vivant doué de sensibilité. Et ça change tout. Ça veut dire qu'il a des droits, et que pour les propriétaires, ça implique des devoirs très, très concrets. Et attention, ce n'est pas juste une belle phrase sur le papier, hein. Le droit français intervient à chaque étape de la vie du chat. Ça commence dès son achat, avec des garanties contre certaines maladies, et ça va jusqu'à ces petites balades dans le quartier qui peuvent engager la responsabilité de son propriétaire. C'est un équilibre légal qui a été pensé pour protéger l'animal bien sûr, mais aussi pour la tranquillité de tous. Allez, commençons par le tout début, le moment où on accueille un chat. Imaginons la scène. On vient d'adopter un adorable chaton, mais voilà, quelques jours plus tard, patatras, il tombe super malade. Est-ce qu'on est démuni? Est-ce qu'il n'y a rien à faire? Absolument pas. La loi protège les acheteurs avec des garanties vraiment très précises. Ok, alors là, il y a un terme un peu technique, mais il faut absolument le retenir. Le vice rédhibitoire. Ça a l'air compliqué comme ça, mais l'idée est toute simple. En gros, c'est un défaut grave qui était caché, qui existait déjà avant l'achat. Et si une maladie de ce type se déclare, elle est considérée comme tellement sérieuse qu'elle peut permettre d'annuler la vente et de se faire rembourser. Mais attention, là-dessus, la loi est super stricte. La liste des maladies concernées est complètement fermée. Il n'y en a que 4, pas une de plus. On parle du typhus, de la péritonite infectieuse féline, la fameuse PIF, de la leucose féline, qu'on appelle aussi FELV, et pour finir, de l'immunodéficience féline, le FIV, que certains surnomment le sida du chat. Et là, attention, un point super important que beaucoup de gens ignorent. Le coryza, ce fameux rhume du chat. C'est probablement la maladie la plus courante chez les chatons. Eh bien, même si c'est une forme grave, le coryza ne fait pas partie de la liste légale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on ne peut pas se retourner contre le vendeur en invoquant cette garantie spécifique si le chaton déclare un coryza. Par contre, il faut être super réactif parce que pour faire valoir ses droits, le temps joue vraiment contre nous. Il y a des délais légaux qui sont très très courts. Prenons l'exemple du typhus. On a seulement 5 jours après l'achat pour obtenir un certificat de suspicion chez le veto. Et après ça, il reste en général 30 jours pour lancer une action en justice. La conclusion est simple, au moindre doute, on ne traîne pas, on file chez le vétérinaire. Bon, une fois que le chat est bien installé à la maison, c'est une autre page du livre de la loi qui s'ouvre. Parce qu'être propriétaire, ce n'est pas juste des câlins et des croquettes, c'est aussi avoir des responsabilités. Et l'une des plus importantes, c'est de veiller à ce que son chat ne soit pas considéré comme étant en état de divagation. On a tous en tête cette image du chat explorateur, indépendant, qui fait le tour du pâté de maison. Sauf que cette liberté, elle a des limites légales. La loi a une définition super précise de ce qu'est un chat divagant. Et si un animal correspond à ces critères, eh bien les conséquences peuvent être assez sérieuses. Alors, comment un chat passe du statut de petit aventurier à celui de divagant aux yeux de la loi? En fait, tout est une question de distance et surtout de son identification. C'est presque mathématique. Si on trouve un chat sur la voie publique et qu'on ne peut pas retrouver son propriétaire, il est considéré en divagation. Mais pour les autres, il y a des chiffres précis à connaître. Premier cas, le plus fréquent, le chat est identifié, que ce soit par une puce électronique ou un tatouage. S'il est retrouvé à plus de 1000 mètres, soit 1 kilomètre quand même, de son domicile, alors là, légalement, il est en état de divagation. Et maintenant, regardez bien la différence. La distance tombe à seulement 200 mètres des habitations si le chat n'est pas identifié. Ça montre bien à quel point c'est crucial de faire identifier son animal. La loi est beaucoup plus protectrice, beaucoup plus souple quand le chat est identifié. Jusqu'à maintenant, on a parlé des chats qui ont une maison, un foyer. Mais qu'est-ce qui se passe pour tous ceux qui vivent dans la rue? Est-ce que la loi les oublie? Pas du tout. Au contraire, elle a créé un statut bien particulier pour eux, un statut qui les protège, celui de chat libre. En fait, c'est une loi qui date de 1999 qui a vraiment changé la donne. Elle a donné un vrai statut juridique aux chats errants. L'idée, c'était de mettre fin à la seule solution qui existait souvent à l'époque, la capture, puis l'euthanasie. Là, le but, c'était de leur offrir une véritable protection. Mais alors, un chat libre, c'est quoi exactement? C'est un chat errant, sans propriétaire connu, qui va entrer dans un programme spécial géré par la commune.
Il est capturé, mais sans violence, puis il est stérilisé et identifié au nom de la ville ou d'une association. Et le point clé, c'est qu'ensuite il est relâché là où on l'a trouvé, sur son territoire. Et à partir de ce moment-là, son statut change complètement. Il n'est plus divagant, il devient un animal protégé par la loi. Et ce processus, ce n'est pas du tout de l'improvisation. Ça suit 4 grandes étapes menées par les mairies, souvent en collaboration avec des associations. Ça va de la capture jusqu'à la réinsertion sur le site. Chaque phase est vraiment pensée pour gérer les populations de chats errants de manière à la fois éthique et efficace. On pourrait se demander, mais pourquoi faire tout ça ? Eh bien, les avantages sont énormes. Évidemment, il y a le contrôle de la population pour éviter la misère animale, mais ça va bien plus loin. Des colonies stabilisées, ce sont des chats qui se bagarrent moins, qui font moins de bruit et qui continuent de jouer leur rôle de régulateur naturel, par exemple contre les rongeurs. Bref, c'est un cercle vertueux, bon pour le bien-être des animaux et pour la tranquillité du voisinage. Au final, ce petit voyage dans le monde juridique du chat nous montre une chose assez claire. La loi tisse un lien invisible entre notre responsabilité individuelle en tant que propriétaire et notre responsabilité à tous en tant que société. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale. Est-ce que notre devoir envers les animaux s'arrête vraiment à la porte de chez nous ? Voilà, c'est une question sur laquelle réfléchir. Merci de nous avoir suivis.